Bonjour, nous sommes sur la formation PHP et nous continuons avec cette 11e séance pour aborder le concept des fonctions. Les fonctions, vous vous en êtes servi jusqu'à présent, vous en avez fait usage dans certains des choses que nous avons abordées sur ces vidéos, et là nous allons entrer maintenant dans les détails sur ce type de concept-là, vous l'expliquer et voir comment créer d'ailleurs vos propres fonctions. Donc cette vidéo sera un petit peu longue parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. J'avais pas spécialement envie de faire cette vidéo en deux parties, ça évitera comme ça d'éparpiller les choses, parce que tout est à voir de toute façon, pour que vous puissiez après être à l'aise avec les fonctions en PHP. On va retourner sur notre code, et on va d'abord aborder le principe en fait de la fonction. Donc la fonction, si on devait donner un schéma, comment elle va fonctionner, ce qu'elle veut dire, et on va avoir un nom, d'accord. Donc je vais mettre d'ailleurs. Donc je vais mettre une fonction possède un nom, d'accord. Par exemple, nous ce qu'on peut voir, je sais plus trop ce qu'on a vu exactement, si on a vu par exemple pour les variables. On va faire ça. On faisait un getType de number. Vous vous souvenez, en faisant comme ça nous permettait d'avoir le type, si j'actualise, voilà, de notre variable ici. Donc une fonction, elle possède un nom, d'accord, qui permet de l'utiliser. Par exemple ici, c'est getType, son nom. Elle peut avoir des paramètres ou des arguments, vous appelez ça comme vous voulez. En général, on appelle ça plutôt des paramètres. Les arguments, c'est souvent par exemple quand on a quelque chose comme ça, genre une commande dans un terminal, un espace suivi de quelque chose, avec des options, on appelle ça plus souvent les arguments, mais honnêtement le nom importe peu, vous pouvez appeler ça des arguments, des paramètres, ce que vous voulez. Donc elle peut avoir des paramètres, elle n'est pas obligée d'en avoir, on peut avoir des fonctions sans paramètres aussi, et on va voir aussi par la suite qu'on peut avoir des fonctions avec des valeurs dites par défaut, qu'on leur met si les fonctions n'ont pas été renseignées, voire même une infinité de paramètres qui sont passés lors d'un appel d'une fonction. Donc ça c'est des choses intéressantes à savoir. Et une fonction, elle peut retourner un résultat. Donc une donnée, une valeur, etc. C'est pas obligatoire non plus, une fonction n'est pas obligée de retourner quelque chose. Donc cette fonction-là, par exemple, si on prend l'exemple de getType, c'est une fonction, bon, le nom c'est getType, donc ça évidemment elle a forcément un nom pour pouvoir l'utiliser. Elle a ici un paramètre qu'elle prend, c'est-à-dire une variable, donc une information, une donnée, et elle retourne le type. Donc son résultat, son retour, c'est le type du paramètre qui lui a été donné. Donc là, number, comme c'est un int, eh bien, elle nous retourne bien integer. Si j'avais fait ça, comme ceci, on aurait autre chose qui est retourné. Donc ça montre bien que le résultat qu'elle retourne va dépendre, ici pour le coup, de ce qu'on lui a passé en paramètre. Elle va travailler avec ça. Donc voilà les choses à savoir vraiment au minimum, d'accord ? En général, ce qu'il faut savoir aussi au niveau des fonctions, c'est que les fonctions fonctionnent comme alors ça fait un peu bizarre de dire fonction fonctionne, mais part du principe qu'elles développent leur propre contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis à cet endroit-là de mon code, d'accord, là où j'ai créé par exemple la variable number, je suis dans le contexte principal, on peut dire ça, c'est-à-dire le contexte du fichier. Quand je vais utiliser getType, cette fonction-là, imaginez que c'est une boîte. C'est-à-dire que là, getType, par exemple, vous ne savez pas comment elle est faite la fonction. Vous ne savez pas quelle ligne de code il y a à l'intérieur pour qu'elle fasse tout ça. C'est-à-dire qu'elle analyse ce qu'on lui passe en paramètres et qu'en fonction de ça, elle soit capable de retourner le bon type. Tout ce que là, on ne connaît pas. Pourtant, on n'a pas besoin de le savoir. Tout ce qu'on doit savoir, c'est le nom de la fonction, quels paramètres elle peut éventuellement prendre, dans quel ordre, parce que l'ordre est important aussi, et ce qu'elle peut retourner, s'il y a un retour, comme résultat. À partir du moment où on sait ces trois informations-là, on peut utiliser une fonction et on n'a même pas besoin de savoir qu'est-ce que le développeur de la fonction getType, d'accord, qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur de cette fonction pour qu'elle fasse ce qu'on lui demande. On s'en fiche en fait, on n'a même pas besoin de savoir ce qu'il en est, d'accord. Donc c'est là le principe d'une fonction. Imaginez ça comme une boîte qui contient plusieurs lignes de code. Votre fichier, c'est un contexte et getType, elle possède son propre contexte. À partir de ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les variables de chaque contexte sont indépendantes, d'accord. Quand je vais ici créer un number à l'intérieur, peut-être, bon j'ai une bêtise parce que c'est évidemment pas le cas, mais même si par exemple on avait dans getType une variable qui portait exactement le même nom, number, mettons que par exemple il créerait une variable number, elle serait différente, parce qu'elle ne serait pas stockée au même endroit dans la mémoire, elle n'aurait donc pas la même adresse
enregistrée en mémoire. Un peu comme par exemple une adresse postale qui permettrait de vous envoyer du courrier. Vous n'avez pas la même adresse, même si vous, par exemple, vous êtes deux personnes vivant à la même adresse ou vivant même à la même ville, vous avez des informations qui permettent de différencier malgré tout. D'accord? Chacun a quand même sa propre identité, quoi qu'il en soit. Et bien une variable, une donnée, elle a sa propre identité aussi. Et une variable number qui va être créée dans ce contexte-là, mon fichier, ne serait pas la même chose qu'une variable number qui serait créée dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, quand je vais passer ici number à la fonction getType, ça va créer une copie. On dit que c'est un passage par valeur, mais on va revenir un petit peu dessus dans le détail. C'est pour ça que je vous dis que cette vidéo est un peu longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Donc vraiment, soyez attentifs, prenez des notes s'il faut, mettez sur pause, regardez la vidéo en plusieurs fois. Si vous voulez la voir en plusieurs fois et pas regarder tout d'un coup, vous pouvez, ça posera pas de problème. Donc gérez le visionnage de cette vidéo comme vous le voulez, histoire de vraiment tout bien assimiler, parce que chaque chose que je vais vous dire est important. Il n'y a rien qui est superflu. Tout vous sera utile pour la suite. Si vous avez compris cette vidéo-là, ça va énormément vous faire gagner de temps par la suite quand on va commencer à faire de l'objet. Donc cette partie-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici je fais un passage par valeur, donc number, là, on va créer une copie. D'accord? On va créer une nouvelle variable, mais elle va porter le même nom. Sauf que le number qui appartient à getType, même si elle a le même nom, après le $, ce n'est pas la même variable number qu'ici. Donc elle va l'utiliser, cette copie-là, et en fonction, elle va retourner un résultat. Et une fois qu'on sort de la fonction getType, qu'on fait le retour du résultat, toutes les variables qui ont pu être créées et utilisées dans getType sont détruites, d'accord? Y compris les copies qu'on aurait passées par valeur en tant que paramètre. Pourtant, vous voyez que le number là, il n'est pas détruit pour autant, parce que ce sont deux variables différentes. Donc voilà comment ça fonctionne. Imaginez des petites boîtes, chaque fonction est comme une petite boîte, qui peut avoir des paramètres ou des variables qu'elle crée elle-même qui ne lui appartiennent qu'à elle, et quand on quitte la fonction, qu'on fait un retour de quelque chose, donc ça, qu'on retourne un résultat, tout ce qui a été créé ou passé en paramètre dans cette fonction est détruit, donc libéré de la mémoire. Ça n'existe plus à ce moment-là. Donc la variable ici, number dans getType, une fois qu'on fait le retour, elle sera libérée de la mémoire. Et il ne restera que celle-là. Il n'y aura plus cette copie-là qui a été faite au moment de l'appel. Et ça, on va l'expliquer en détail avec des exemples de code. Vous allez comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc la première chose du coup à voir, c'est tout ça, c'est que on va avoir beaucoup d'informations à prendre en compte. Voilà. Donc au niveau des fonctions à utiliser, quand vous vous servez d'une fonction, notamment en passant par la documentation si vous voulez, on l'a déjà vu, en faisant doc.php par exemple, on va aller regarder sur getType, on va chercher d'ailleurs, on va prendre cet exemple là parce que c'est une fonction qu'on a déjà manipulée. Donc plus tard, si vous avez besoin d'aller dans la doc de PHP pour chercher une fonction en particulier, voilà, vous voyez, d'ailleurs vous avez même le français pour ceux qui auraient vraiment du mal avec l'anglais, donc c'est vrai que la doc de PHP là-dessus est vraiment très bien faite. Tout n'est pas traduit à 100%, mais il y a une grosse majorité qui l'est. Et voilà ce que ça nous dit, tout simplement. Ça nous donne une description de la fonction, donc son nom déjà, quand même plus important, ce qu'elle fait, parce que rappelez-vous, une bonne fonction n'est censée faire qu'une seule chose à la fois, ça c'est très important, elle retourne le type d'une variable. Et là vous avez plein d'informations. Vous avez son nom, vous avez les paramètres qu'elle peut avoir besoin, donc là mixte en fait c'est un terme utilisé par la doc de PHP pour dire que ça peut être n'importe quel type, puisqu'on a besoin justement de savoir le type de la donnée. Donc vous pouvez lui passer n'importe quoi. Une variable, donc là ça s'appelle var parce que le nom on s'en fiche, vous lui passez en fonction, moi vous voyez que là c'est number, peut-être que vous dans votre code, votre variable elle s'appellera autre chose, donc c'est pour ça que c'est un nom générique ici qu'ils mettent. Elle va retourner une string, donc une chaîne de caractères. Donc ce que vous voyez affiché là, c'est qu'une chaîne, d'accord? C'est un simple texte, que ce soit boolean, integer, etc. Voilà, donc à partir du moment que vous savez ça, que vous connaissez ce qu'on appelle la signature de la fonction, le prototype de la fonction, vous connaissez son nom, vous avez simplement à l'utiliser en fonction de ce qui est dit, et de voir voilà comment ce qu'elle fait et comment elle fonctionne. C'est la seule chose qui est nécessaire à savoir pour utiliser des fonctions dites internes, donc des fonctions qui ont été créées en PHP. Et il y en a beaucoup, d'accord? Là on a par exemple pas mal de fonctions de gestion de variables sur la droite, voilà, il n'y a rien que ça déjà, juste pour la gestion de variables vous avez tout ça. On retrouve d'ailleurs les fameuses fonctions qu'on a vues la dernière fois aussi. Le isInt, par exemple, c'est pareil. Détermine si une variable est de type nombre entier. Elle s'appelle isInt. Elle prend une variable quelle qu'elle soit en paramètre, donc un seul paramètre. Il est obligatoire ce paramètre, on est obligé de le renseigner. Et elle va retourner un booléen. Et ça vous met le retour, c'est ça. Elle retourne true si var est un entier, false sinon. Donc c'est très simple à comprendre et du coup ça va être très simple à utiliser. Voilà comment ça fonctionne au niveau, comment il définit en tout cas une fonction à partir de là. Alors une fonction, elle a plusieurs choses. Elle peut très bien ne prendre aucun paramètre et on va justement commencer à créer nos propres fonctions, d'accord? On va faire de la création de fonctions nous-mêmes pour voir comment ça fonctionne.
pour voir comment en tout cas ça s'agence ensemble. Donc je vous ai présenté les fonctions, je vous ai montré comment utiliser des fonctions déjà existantes, donc on appelle en général les fonctions internes, donc les fonctions qui ont été créées pour PHP, ou éventuellement dans d'autres bibliothèques que vous utiliserez. Maintenant nous allons créer les nôtres. On va faire la fonction la plus simple qui soit. La fonction la plus simple qui soit, elle aurait aucun paramètre, et elle ne fait aucun retour. C'est-à-dire qu'elle a juste un nom, elle fait des choses à l'intérieur, mais elle va jamais demander d'avoir des informations qu'on lui donne, elle va jamais rien retourner. Alors un exemple tout bête, on va l'appeler par exemple hello, fonction hello. Pour créer une fonction en PHP, il faut mettre le mot-clé function en anglais. Vous mettez hello, et même si vous ne prenez pas de paramètres, vous mettez des parenthèses avec rien dedans, des parenthèses vides. On ouvre des accolades, c'est comme pour une condition, une boucle, vous voyez, c'est un contexte, et là nous sommes dans le contexte de la fonction. Tout ce qui va être créé là-dedans, en termes de variables, ou les variables qui seraient passées en copie ici, seront à la fin supprimées de la fonction. Une fois qu'on aura quitté la fonction, elles seront supprimées, elles seront libérées de la mémoire. Donc voici une fonction très simple, où je dis bonjour, d'accord? Là j'ai défini, on dit que j'ai fait une définition de fonction. Elle est définie, donc elle existe dans mon contexte ici. Pour l'utiliser, on fait tout ce que vous avez déjà appris dernièrement. Comment s'appelle la fonction hello? Donc on met hello, on l'appelle. Donc là je fais mon appel de fonction. Voilà, appel de la fonction. Elle prend des paramètres non. Donc on met tout simplement des parenthèses vides et on finit par un point virgule puisque c'est une fin d'instruction, c'est tout. Comme elle ne retourne rien, on n'a pas besoin par exemple de faire result égal et de dire je récupère le retour de la fonction. Ça on verra tout à l'heure dans un cas particulier. Voilà comment ça fonctionne. J'actualise ici et voilà la fonction affiche. Donc ça c'est une fonction toute bête, c'est-à-dire qu'elle affiche simplement bonjour, elle fait juste ça. Elle prend aucun paramètre et elle ne retourne aucun résultat. D'accord? Donc ça c'est des choses à savoir au niveau de PHP pour la création de votre fonction. Ça c'est le cas pour une fonction la plus simple du monde, d'accord? Aucun paramètre, aucun retour à la fin. Au niveau des paramètres, dans le cas où on aurait des paramètres précis, on va avoir plusieurs cas. Alors déjà vous pouvez y avoir un seul paramètre, puis y en avoir 2, 3, etc. et voir une infinité, et différents cas possibles. Le cas par défaut, ça va être un paramètre dit fixe, d'accord, qui est obligatoire. On va lui passer par exemple name, hello name, et on fera tout simplement ce que vous avez déjà appris à faire, comme ceci, d'accord. Donc hello, elle prend un paramètre obligatoire, donc à ce moment-là, vous voyez que le fonctionnement diffère. On va lui passer ici une information. J'actualise, et voilà comment elle se comporte. Donc c'est très simple, d'accord? Vous pouvez transformer comme ça une fonction pour qu'elle ait un fonctionnement différent. Un paramètre comme ça, on peut également le rendre, lui donner une valeur par défaut. Une valeur par défaut va s'écrire comme ceci. Vous mettez un égal et vous mettez quelque chose ici. Par exemple, ça. Et là, vous avez deux cas de figure. Soit vous avez renseigné le paramètre qui est demandé. Dans ce cas-là, ça va effectivement afficher selon votre paramètre à vous. Mais si on n'en a pas renseigné, comme ceci, eh bien, elle va prendre l'élément qu'on a mis par défaut. On dit comme name n'a pas été défini, on n'a pas renseigné de name, et par défaut on va lui mettre la valeur Henri. Évidemment, ça fonctionnera. Donc ça c'est un passage par valeur avec une valeur par défaut. D'accord? C'est des choses à savoir. Pourquoi passage par valeur? Encore une fois pour ceci. Donc là regardez, on fait l'appel. Donc là on est dans le contexte du fichier, là on est dans le contexte de la fonction. Si je fais ça, d'accord, je fais ça. On va enlever tout ceci. J'exécute. On obtient le même résultat. Par contre, là, on est passé par une variable intermédiaire. Encore une fois, cette variable name ici, qui est définie dans ces trois lignes, donc dans le contexte de mon fichier, n'est pas la même qu'ici. Cette variable name là est différente. Comment je peux vous le montrer? Regardez comme ceci. Là, je vais changer name, et là, je vais l'afficher ici. On va peut-être même d'ailleurs faire ça. Donc je remontre. Je crée une variable name JSON. J'appelle ma fonction ici qui va afficher cette phrase-là. Et ensuite, j'appelle le name là. Regardez ce qu'on obtient. On a deux valeurs différentes. Donc ça montre bien que les variables ici, celle-là et celle-là, ne sont pas les mêmes. D'accord? Même si elles ont le même nom, c'est une copie précise. Ça, imaginez que c'est une petite boîte qui est à part. Donc tout ce qui est à l'intérieur ne lui appartient qu'à elle. Et une fois qu'on a quitté cette fonction, cette variable name là, qui contient Julien pour le coup, a été détruite.
donc elle n'a absolument rien à voir avec celle-ci, ou après ici on fait un simple affichage. Et là à l'appel, bah, évidemment, ce nom-là, d'accord, quand il est passé ici dans la copie, a été changé au moment où on a fait cette ligne-là. On a changé la valeur de name. Donc attention à ça au niveau de ce qu'on appelle la portée des variables. Ne pensez pas pouvoir modifier par exemple une variable qui se trouve ici, dans ce contexte-là, en la modifiant comme là, à cet endroit-là. Par exemple, si vous faites, je vous montrerai un cas tout bête, vous faites ceci, modify variable, puis que je fais là j'ai ça, je fais un modify de variable, vous voyez je lui passe var en disant je vais modifier a priori, hein, comme le nom est le même, je vais modifier var qui possède au départ OK par la valeur agd, et après j'essaye de l'afficher. Donc ça, de manière naïve, on penserait qu'elle prendrait cette valeur-là, cette variable. Et pourtant, vous voyez que non. Puisque ici, on a créé une copie de var qui appartenait à la fonction, qui était dans la portée de la fonction, et quand on arrive à la collate fermante de la fonction, cette variable var est détruite. Donc elle n'a absolument rien à voir avec celle-ci. Donc ça c'est vraiment important, j'insiste bien dessus parce que c'est un cas qui rend les choses compliquées au départ quand on a du mal et pour lesquels bah, vous êtes sujet à beaucoup d'erreurs en pensant voilà, que ce que vous avez modifié dans une fonction va se modifier partout ailleurs. Ce ne sont pas des variables globales, c'est des variables qui appartiennent à leur contexte et chaque fonction a son propre contexte comme si c'était une petite boîte indépendante, comme une petite maison. Donc vous pouvez rentrer par la porte, vous avez une porte de sortie éventuellement quand on fait un retour de quelque chose. Par contre tout ce qui se passe à l'intérieur reste à l'intérieur dans tous les cas. Si on n'a rien à faire sortir de précis, ça restera. Là où ce cas-là pourrait changer, c'est en faisant éventuellement un retour. Si on veut retourner un résultat, comme ici, on va utiliser le mot return. En faisant ça. Et à partir du moment où vous avez un return, bah vous avez une porte de sortie, donc quelque chose qui peut être éventuellement récupéré. Donc vous avez deux choses possibles. Soit vous faites un appel comme je l'ai fait là, et dans ce cas-là, bah vous n'allez rien modifier, parce que ce return-là, la variable qui est ici, vous allez la perdre, parce que vous ne la récupérez nulle part. Par contre, si je fais ça, que je dis dans var, je lui affecte le retour de la fonction modify variable, le return là, en fait, imaginez une petite flèche qui va faire que ça, donc la copie, donc la valeur pardon, de variable ici, va s'affecter au var ici. Donc là, pour le coup, on aura modifié la donnée. Parce qu'on aura en fait fait une récupération d'informations qu'on aura affectée ici. Voilà. Donc voilà comment on fait un retour, comment on retourne un résultat dans une fonction. Ça peut être n'importe quoi, une chaîne de caractères, un nombre, un tableau comme on le verra plus tard, un objet même si on veut. Voilà, en PHP on peut retourner vraiment tout et n'importe quoi. Donc c'est plutôt pratique, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs dans des langages un peu plus bas niveau que PHP. Donc c'est plutôt sympa à savoir. Voilà comment que ça se passe pour le return. À partir du moment où vous faites un return, la fonction se termine, d'accord ? C'est obligatoire. Une fois que vous faites le return, ça veut dire bah tu sors de la fonction en retournant quelque chose. Donc là, si tu retournes var, donc tu retournes la chaîne de caractères agd et tu quittes la fonction. Donc c'est pour ça qu'ici, il faut la récupérer dans quelque chose. On peut même d'ailleurs directement faire ça. On pourrait aussi, ça vous l'avez déjà vu avec getType tout à l'heure, en faisant ça. Ça ferait exactement la même chose. Puisqu'on dit t'affiche modify variable de var. Et comme elle return quelque chose, eh bien, t'affiche en fait agd. C'est exactement ce que montre ce code-là. Donc ça fonctionne aussi. Vous n'êtes pas obligé de passer par une variable intermédiaire, vous pouvez procéder comme vous voulez. Donc voilà pour le retour de résultats. Une petite chose à connaître. Alors on va revenir sur les paramètres, parce qu'on a vu le cas où on n'a aucun paramètre. On a vu le cas où on a un paramètre obligatoire, d'accord ? On a vu le cas avec un paramètre et valeur par défaut. Mais on peut aussi avoir plusieurs paramètres, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire... Comment on peut lui passer ça? Je mets des noms très très recherchés. NB1, NB2. Si on peut faire par exemple un return de NB1 plus NB2. On peut retourner un calcul, évidemment. Le return, vous pouvez retourner une expression, donc ça peut être une autre fonction, vous pouvez par exemple retourner l'appel à une autre fonction, vous pouvez retourner une valeur en dur, vous pouvez retourner une variable, ou encore une fois une expression, c'est-à-dire une opération sur plusieurs variables et valeurs. Ça peut très bien s'amuser à faire ça. Tout à fait possible. On pourrait aussi faire, par exemple, une autre fonction, de genre de je ne sais pas quoi. On aurait par exemple voilà, une fonction que vous auriez créée de quelque chose,
Ça peut se faire évidemment. N'oubliez pas qu'une expression, c'est comme pour ce qu'on a vu la dernière fois sur les conditions, les if, les boucles, on peut mettre absolument tout ce qu'on veut dedans, d'accord? Un appel de notre fonction, des valeurs en dur comme ici, ou des variables, ça fonctionnera évidemment. Alors pour le cas de tout à l'heure, on va revenir plutôt avant de parler du nombre de paramètres. Le cas on avait ça. J'avais dit quand on note comme ça une variable, en faisant number par exemple, on va créer number égale 14. Ici voilà. On va appeler ma fonction de number. Nous on aimerait que ça modifie, par exemple. Là par exemple on aura envie de changer number par 6, le problème c'est comme c'est une copie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne va pas modifier. D'ailleurs oui, j'ai oublié ici. Voilà, ça ne va évidemment pas modifier puisque ça c'est une copie, puisqu'on a fait un passage par valeur. Un passage par valeur, c'est-à-dire c'est ça, c'est-à-dire qu'on passe simplement à l'appel de la fonction, on lui donne directement la variable, et c'est tout, d'accord? On peut procéder par un autre fonctionnement. Si on ne veut pas faire un passage par valeur, on peut faire un passage par référence. Et on en a parlé la dernière fois avec les variables, en mettant le petit et commercial, ou les sperluettes, comme ceci. Là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au lieu de dire de créer une copie, ici, on va en fait prendre l'endroit en mémoire où se trouve number ici. Et là, le fonctionnement sera différent. Vous voyez que ça a bien modifié la variable. Parce qu'on n'a pas créé une copie de la donnée, on a fait référence à celle qui existe déjà en mémoire. Donc ça c'est vraiment des choses importantes à savoir. On parle de deux passages. Passage par valeur, passage par adresse, comme on le dirait dans un langage bas niveau, mais en PHP on dit passage par référence. Et pour faire un passage par référence, c'est ça. Pour ceux qui font du C, ça correspondrait à passer un pointeur. C'est un petit peu le même fonctionnement, à quelques exceptions près, mais dans l'ensemble, c'est un peu le même fonctionnement, par exemple, que l'usage des pointeurs dans un langage comme le C, pour ceux qui ont déjà fait de la programmation en C. Donc grâce à ça, on va effectivement, et là vous voyez qu'il n'y a pas besoin de mettre le petit symbole à nouveau, non, il n'y a pas besoin de le refaire, on va effectivement modifier ce number là, parce qu'à ce moment-là, le number qui est ici est une référence vers le number qui est là. Donc ils ont tous les deux, ils accèdent tous les deux à la même adresse en mémoire, donc effectivement à la même variable, grâce au passage par référence. Donc ça, attention, vous avez passage par valeur, passage par référence. Un passage par valeur fait une copie de l'information, un passage par référence se réfère à l'information, donc va directement y accéder en mémoire. Il possède l'adresse où elle se trouve, l'emplacement. Donc c'est deux cas différents. Voilà, alors j'essaie de voir que je n'oublie rien, parce que c'est vraiment important de le savoir. Au niveau des paramètres. Alors depuis PHP 7, on a des nouveautés, c'est pour ça que je voulais qu'on programme en PHP 7, parce que c'est tout intéressant. Vous savez qu'en PHP, le typage est dit dynamique, d'accord, il n'est pas indiqué. Par exemple, c'est l'interpréteur qui prévoit, qui déduit les types des informations. Mais depuis PHP 7, si vous voulez, quand vous passez par exemple des paramètres, vous pouvez forcer le typage des informations. Si là, par exemple, pour number, vous voulez absolument un int, un integer, vous allez lui enseigner le type de données, en faisant tout simplement comme ça. Alors les types, attention, type de paramètres, je vais vous les noter, parce qu'il y a des petites distinctions, il ne faut pas faire l'erreur. Vous allez avoir donc array, on en parlera plus tard, c'est pour les tableaux, callable c'est pour les fonctions donc de retour, mais ça on en parlera aussi plus tard. Vous avez bool pour les booléens, vous avez int pour les entiers, vous avez float pour les nombres à virgule, les décimaux, et vous avez string pour les chaînes de caractères. Petite parenthèse, il ne faut surtout pas utiliser boolean, notamment pour les types des paramètres dans une fonction. Pour int, pareil, n'utilisez pas le integer. Pourquoi? Parce que ça va les considérer non pas comme des types scalaires, vous savez ce qu'on a vu dernièrement sur les types de variables, mais comme des objets. C'est-à-dire qu'un objet, et ça on n'en a pas encore parlé sur cette formation, booléen et un objet integer. C'est deux choses différentes. Donc attention, si vous mettez ça, ça ne se comportera pas du tout de la même manière. Là, il va attendre un objet, donc une instance de la classe integer. Et là, on devrait d'ailleurs avoir un type error. Voilà, on a une exception type error qui est levée. Donc évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc attention, utilisez absolument que ces types-là quand vous voulez spécifier le type de paramètre d'une fonction. C'est absolument important. Donc pas de boolean, pas de integer, c'est bool ou int tout simplement. En plus, ça s'écrit plus vite. Alors autant faire comme ça. Et là, évidemment, ça fonctionne. Et grâce à ce typage, si j'essaie de faire ça, alors là, peut-être qu'il va le caster, mais est-ce qu'il va le prendre? Ouais, il va le prendre en compte parce que c'est un cast là pour le coup. Mais si du coup j'essaie de lui passer évidemment genre ça, n'importe quoi,
évidemment, vous voyez que là, il met un type error. Alors que si j'avais pas mis ça, ben regardez, ça aurait fonctionné. Pourquoi ça aurait fonctionné? Alors, un passage par référence, même tant qu'à faire, voilà. Parce qu'il s'en fiche à ce moment-là du type de données. On lui dit juste, tu récupères une donnée, et maintenant tu lui mets la valeur 6. Donc au début, OK, ça valait une chaîne de caractères avec le mot OK à l'intérieur. Ben maintenant, tu remplaces une chaîne de caractères par un entier 6. Donc là, il s'en fiche du type. Mais si pour vous, le type est important parce que vous voulez vérifier les données avec lesquelles vous travaillez, vous pouvez passer le type de paramètre en mettant le petit mot-clé ici qui correspond en fonction de ce que vous voulez. Donc là, on travaille absolument qu'avec des int. Donc si on ne le fait pas, on obtient une erreur. Voilà, ça oblige à respecter le type de l'information. Si je mets un booléen, ce sera pareil. D'accord? Il va le prendre, vous voyez, comme un entier, automatiquement. Parce qu'un booléen, il peut le caster. Donc s'il peut caster l'information, il va la caster. S'il ne peut pas, ça retournera une erreur. Donc voilà, à ce niveau-là, pour cette partie. Alors, on a parlé des passages par valeur, on a parlé de passages par référence. On a parlé également des arguments qui peuvent avoir des valeurs par défaut, comme on l'a vu. Alors attention par contre pour les valeurs par défaut. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire ça. Genre var 1 égale OK. Var 2 comme ceci. D'accord? Vous pouvez également faire ça. Ça fonctionnera aussi. Pourquoi? Parce qu'il dit que là, le var 1 est obligatoire. Donc ça veut dire que quand vous allez faire l'appel à votre fonction, comme ceci, vous allez obligatoirement lui mettre une info pour var 1. Par contre, vous n'êtes pas obligé de mettre obligatoirement quelque chose pour var 2, puisqu'il y a une valeur par défaut. Donc l'appel de cette fonction peut se faire de deux manières différentes. Soit comme ça, soit comme ça. Alors on peut mettre, comme on voit que c'est une chaîne, à la rigueur, si on veut être précis, voilà, on va faire ça. Ici, on s'en fiche du code. Ok. Donc ce type de fonction, parce que j'essaie de simplifier un maximum les exemples, hein, pour pas que ce soit trop compliqué pour vous, s'il y a déjà beaucoup de choses à voir, donc on va rester simple. Vous avez un paramètre par défaut, obligatoire, pardon. Il est obligatoire celui-là parce qu'il n'y a pas de valeur par défaut, et un paramètre qui est dit optionnel. À partir du moment où vous avez une valeur par défaut qui est donnée sur une variable, on considère que c'est un paramètre optionnel. On n'est pas obligé de le renseigner. Du coup, cette fonction, on peut l'appeler de ces deux manières différentes, ça va marcher. On passe le paramètre obligatoire dans tous les cas, ça peut être une autre valeur, hein, ça fonctionnera aussi bien sûr, heureusement, et le paramètre string ici est optionnel. Donc si je le passe pas, eh ben, il mettra truc, si je le passe, eh ben, il mettra ce que j'ai mis. D'accord? En revanche, vous ne pouvez pas faire l'inverse, vous ne pouvez pas faire ça. Un paramètre optionnel au départ et un paramètre obligatoire derrière. Pourquoi? Parce que simplement pour une question d'ordre. Parce que lui, si vous faites ça, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il ne saura pas dans quel ordre il faut les informations. Parce que ce paramètre-là est optionnel. Donc comment il sait, par exemple, qu'en passant ça, lequel est optionnel, lequel élément vous allez voulu passer? Parce que comme celui-là n'est pas obligatoire, l'entier, qui nous dit que du coup, ça en fait, il ne doit pas le prendre comme étant la chaîne. Puisque celui-là, après tout, n'est pas obligatoire comme paramètre. Donc vous voyez que là, ça va pas. Il vous met que niveau argument count error, parce que voilà, il y a un nombre d'arguments passés qui n'est pas correct. En revanche, si je reviens sur le code de tout à l'heure, donc on inverse les deux, non. Voilà. Là, ça lui posera pas de problème, aucune erreur, c'est normal. Parce qu'il sait qu'il doit obligatoirement avoir un premier paramètre, dans tous les cas, vous pouvez pas faire un appel comme ça. Ça, c'est pas possible, parce qu'il prend cet élément obligatoirement, donc là, problème aussi, ça ne va pas. Donc ça, c'est pas possible. Mais les deux appels là sont tout à fait possibles, puisque le deuxième paramètre de la fonction est optionnel, facultatif. Il n'est pas obligatoire pour faire son appel. Il n'y a que le premier qui l'est. Donc attention, mettez toujours les éléments obligatoires en premier. Tous les paramètres obligatoires doivent être mis en premier dans la fonction. Et les paramètres optionnels, même si on a plusieurs, hein, même si vous avez un autre comme ceci, vous pouvez le faire aussi, puisqu'ils sont optionnels. Donc il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'ils soient mis à la fin. C'est toujours les obligatoires en premier et les paramètres optionnels à la fin. Voilà, un petit peu ce qu'il faut savoir à ce niveau-là. Donc ça, c'était le point à connaître, qui peut servir. On va maintenant venir sur une autre possibilité au niveau des arguments, dans le cas où on aurait par exemple des paramètres infinis, d'accord, un nombre de paramètres dit variable, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien on peut en avoir. Pour ça, vous allez mettre les symboles 3 petits points. Et là, on va mettre par exemple lot of variables, éventuellement. Et là, ça peut s'appeler de plusieurs manières. On peut l'appeler comme ceci. On peut l'appeler comme ça. On peut également
5, etc. Pas mal de petites choses. Qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement? Alors le for each, je pourrais pas forcément le montrer. Alors, on n'a pas vu le for each dans le détail, mais écoutez, c'est pas bien grave. Donc as data, tu ferais un écho de data, par exemple. Voilà, donc là il affiche le premier 1, là il affiche 1, 2, et là il affiche 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça on l'a pas vu, on le verra quand on abordera les tableaux, hein, la boucle for each. Mais en fait, qu'est-ce que je lui dis là? Bah, je lui dis pour chaque information donc de lot of variables, que tu vas du coup stocker dans une variable intermédiaire data, tu affiches data à chaque fois. Donc au départ, premier appel, il n'y a que un 1, donc il va boucler que sur un seul élément, donc il affiche 1. Ensuite, il a fait un deuxième appel, donc il va boucler sur 1 et 2, donc il affiche 1, 2. Et au troisième appel, il va boucler sur 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, et il les affiche chacun à la suite des autres. Voilà. Donc ça, mais on va la revoir de façon bien en détail, la boucle for each, parce qu'elle va vous servir dans beaucoup de choses, tout le temps en programmation PHP, donc on reviendra dessus. Et voilà comment fonctionnent les paramètres infinis. Si d'ailleurs j'essaye d'afficher vardum, pardon, de lot of variable, voilà, on va mettre en commentaire les autres. Si on a sur 1, vous voyez, on a un tableau, ce que je vous l'ai pas dit, mais on n'a pas vu les tableaux encore, mais on a array de 1, donc un int 1. Si en revanche je lui passe celui-là, 1, 2, on obtient ça, d'accord? Donc on a un entier 1, un entier 2, c'est effectivement le cas. Et si je lui passe l'autre, on peut même d'ailleurs changer les types, hein, parce qu'ici on n'a pas oublié, mis de type précis, hein, parce qu'on n'a pas mis de 1, on n'a pas fait ça par exemple. D'accord? On n'a pas oublié, on choisit le type de paramètre obligatoire à avoir. Voilà, donc on a un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, string donc OK, float 314, voilà, etc. Chaque information est passée. Donc voilà comment ça fonctionne pour les paramètres 1, enfin variables, hein, donc on va pas dire infini parce que c'est pas forcément infini, c'est juste que vous pouvez en avoir de manière variable. Donc ça peut servir par exemple si on veut faire une somme de nombres, et ben de dire tu fais une somme de nombres en fonction. Donc là d'ailleurs ça peut être plus logique de faire ça. Genre sum, fait numbers, comme ceci. Et puis là on va faire donc le reste c'est le résultat total. Hein. Là on ferait for each number as nb res plus égal nb. Et ensuite on afficherait le résultat total. D'accord? Grosso modo c'est ça que ça veut dire. On a un résultat égal à 0. Pour chacun des nombres passés ici, on l'enregistre dans une variable intermédiaire nb et on l'incrémente avec ce que contenait déjà res plus le truc qu'on faisait. Rappelez-vous ça, petite révision, ça revient à faire ça. Res égale à res plus nb. Et à la fin on affiche le résultat. Ce qui fait qu'en faisant ça, si je fais, bon évidemment, juste ça, ça affiche 3. Et puis bah si je fais... on peut même mettre des nombres comme ça. Voilà, d'accord, tout un tas de choses. J'actualise et voilà, on obtient 248,45. Ok, donc voilà un peu aussi le principe hein, de ce type de paramètres comme ça variable. C'est à savoir ce que ça pourra vous servir dans pas mal de cas. Donc pourquoi pas avoir en tout cas à l'usage. Donc généralement j'ai tout abordé concernant toutes ces choses-là. On a abordé voilà tous les cas possibles pour les paramètres, ou même n'avoir aucun paramètre. Donc petite information, quand une fonction ne retourne rien, qu'elle n'a pas de return à l'intérieur, en fait elle va retourner nul, parce que vous savez que nul ça correspond à rien. Ok, donc on peut le faire. Pareil, je ne l'ai pas forcément dit, mais une fonction, par exemple, vous savez la fonction qui fait isInt, par exemple, qui vérifie qu'une chose est vraie, ce qu'on peut faire par exemple. Mettre 14 par exemple. Fonction est plus grand que 10. C'est bizarre comme nom, mais peu importe. Genre on lui passe nb. Vous pouvez très bien faire ça. If nb plus grand que 10, tu fais un return true. Et sinon, on n'a même pas besoin de mettre de else ici, puisque voilà, dans tous les cas on ne rentrera pas dans le if si c'est pas bon. Vous faites ça. D'accord? Voilà. Et du coup, bah là, vous pouvez faire un test différent. Vous pouvez faire afficher le résultat en fait de est plus grand que 10 de number.
Donc ça va vous retourner un entier en fonction. Voilà, ça retourne 1, puisqu'effectivement 14 c'est plus grand que 10. Donc là on peut mettre évidemment plusieurs returns. Ça je le dis que c'est pareil, c'est en fonction des retours que j'avais pu avoir sur l'ancienne version de la formation PHP, où des gens pensaient qu'on pouvait en mettre qu'un seul. Non, il sait juste simplement qu'à partir du moment où votre code il a rencontré un return, il va quitter la fonction et retourner un résultat. Donc s'il fait ici le return true, il ne fera jamais le return false. S'il a fait ici le return false, c'est que forcément il n'a pas fait le return true. On ne peut pas faire deux returns dans un programme. Vous pouvez vous amuser d'ailleurs à faire ça. Et puis derrière de faire un OK. Cette ligne-là ne s'exécutera jamais. Jamais, jamais, puisque comme on fait un return 10 ici, on sera toujours sorti de la fonction avant. Donc là vous pouvez mettre n'importe quoi derrière. Ça ne changera strictement rien. D'accord? C'est toujours le premier return dans lequel on accède, qui prévaut. Donc vous pouvez en avoir plusieurs après, ça ne changera rien. Donc c'est pour ça que quand on a des if, donc des vérifications d'informations, des conditions, ça peut être utile d'avoir plusieurs returns en fonction de la valeur du test qui a été fait, si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà pour ça. On a vu tout ce qu'il faut pour le passage par valeur par référence, très important, ça à retenir, c'est très important pour la suite aussi. On a vu le cas des arguments variables. Pour les paramètres, je vous ai montré qu'on pouvait gérer le type des paramètres. Ça c'est important. Mettons ça. On peut également gérer le type du retour, si vous voulez. Il suffit de mettre 2 points et de mettre ce que ça retourne. Comme ceci. Vous pouvez le faire. Même comme ça, je pense que ça gêne pas, de toute façon, ça s'écrit comme vous voulez. Voilà. Ça veut simplement dire que cette fonction-là retourne string. Donc ça, pour ceux qui préfèrent les langages de programmation avec un typage fort, un typage strict, moi personnellement, je sais que je préfère, parce que c'est mieux en plus à la relecture. Quand on lit cette fonction, on comprend qu'elle prend un entier, donc NB, on sait à quoi ça vaut. Voilà, on sait ce qu'il va avoir à l'intérieur, et on voit tout de suite, juste en lisant cette ligne-là, qu'elle va retourner une chaîne de caractères. Voilà. Donc on n'a pas besoin de regarder dans le code qu'est-ce qu'elle retourne, etc. Rien qu'à la lecture ici des types, on arrive à savoir ce qu'elle doit faire. Donc automatiquement, d'ailleurs ça va pas fonctionner, parce que là on retourne 10, alors qu'on a dit qu'on retournait une chaîne de caractères. Donc elle va le traiter comme une chaîne de caractères. Donc le 10 que vous voyez là, je pense qu'on peut le... Attendez, on va faire ça. Je pense que le getType va nous le montrer, a priori. Alors regardez ce qu'on va faire là. On peut tout à fait le faire. On va faire un return, d'accord, de getType, ce qu'on peut appeler une fonction dans une fonction, évidemment, de est plus grand que 10 de number. Voilà, ça veut dire qu'on fait est plus grand que 10 de number, donc ça. Donc en fait d'ailleurs le nom on s'en fout, hein. C'est vrai que le nom est un peu, pour le coup, il ne correspond plus à ce qu'on fait. Voilà. On fait ma fonction de number, donc on appelle ça, ça retourne 10. Sur ce 10, donc à partir de ce moment-là, ici on a 10 qui est à l'intérieur, et bien on fait getType de 10, donc de ce qu'on a récupéré là. Et du coup, qu'est-ce qu'on obtient comme type? Et bien on obtient un string. Donc vous voyez bien qu'en mettant ça, ça a transformé, ça a casté ici un 10 en ça. En fait, ce qui sera passé avec cette ligne-là, ça aura fait ça. Grâce à ce mot-là. Même si ici, vous voyez que j'ai mis un entier, grâce à ça, il a pu caster. Par contre, si à un moment donné, j'essaie de faire ça, là, il y aura une erreur, parce qu'il va essayer de caster true. Non, il n'y aura pas d'erreur, je dis des bêtises. Non, il va pas y avoir d'erreur, oui. Ce sera un string, puisqu'il va l'enregistrer comme un texte true. Donc ça fonctionnera, il n'y aura pas de problème. Ce qui pourrait poser problème, c'est quand on a des cas très particuliers, où ça ne marcherait pas, mais là il n'y aura pas de souci pour lui. Donc évidemment, pas de problème. Donc gérez bien les types et vous pouvez le préciser, encore une fois, avec un typage strict comme ça. Le type, vous mettez 2 points après la parenthèse fermante de la fonction, et pour les paramètres, vous les mettez à chaque fois ici. D'accord? Donc ça on l'a vu. Tout est expliqué par rapport à ça. Voilà. Tout est dit pour ça. Normalement j'ai fait le tour. J'ai deux petites bricoles à vous donner en tout cas pour cette fin de vidéo, qui concernent également les fonctions. Vous pouvez avoir une fonction qui va, par exemple, dont on peut cacher le nom. Alors, vous allez me dire à quoi ça peut servir, pas grand chose, mais ça va servir par exemple dans certains codes quand vous avez besoin d'exécuter une fonction selon d'autres paramètres. On peut stocker l'appel à une fonction dans une variable. Comment on va le faire? Très simplement comme ça. Vous allez par exemple avoir votre fonction. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Est-ce que je fais ça comme ça? Oui, on va faire une fonction très simple. On va revenir sur une fonction très facile. D'accord? Comme ceci. Et là, je peux très bien faire ça. Je fais une variable coucou et je stocke ma fonction. D'accord? Et ensuite, je fais ça. Et là, logiquement,
ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Ben en fait parce qu'il a remplacé tout ça, $coucou, il l'a remplacé en fait par ma fonction. Donc ça revient à écrire ceci. Et il rajoute bien sûr des parenthèses derrière, donc ça correspond à cet appel là. Ça fonctionne. D'ailleurs si je fais juste comme ça, évidemment vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, hein, puisque c'est juste ici qu'on a créé une sorte d'alias. C'est-à-dire qu'on a créé une autre écriture pour appeler la fonction qui s'appelle ma fonction. Okay, donc en utilisant coucou. Donc dans ce cas-là, ça vous sera pas forcément très parlant, très logique, mais vous verrez que dans certains cas de figure, ça pourra vous être utile d'utiliser ce type de syntaxe, d'utiliser le nom d'une fonction comme une variable, et du coup de pouvoir comme ça l'appeler d'une autre manière. Donc ça peut servir, donc je vous donne ça en bonus, hein, c'est des petites choses à connaître qui sont très utiles par la suite. Et on termine avec un dernier cas, pareil, qui sera pas très utilisable pour le moment, parce que vous n'en êtes pas très loin dans la formation, vous démarrez tout juste, ce qui sont les fonctions anonymes. Une fonction anonyme, elle ne porte pas de nom, elle va passer par une variable, et elle permet notamment, plus tard comme on le verra, par faire les fameuses callbacks, vous savez, les callables, les fonctions dites de retour, d'accord, qui utilisent notamment qui sont un peu sur le principe des fonctions de rappel, donc des fermetures, des closures. C'est des notions, des termes que l'on étudiera de toute façon sur cette formation. Donc comment le procéder? C'est très simple, comme tout à l'heure par exemple on avait ça. Vous faites ceci, vous mettez directement function, donc le mot function, elle n'a pas de nom cette fonction, ok. Vous pouvez lui mettre des paramètres, hein, bien sûr en fonction, hein, peu importe, ça vous voyez, hein, ça peut être une fonction anonyme avec des paramètres ou sans paramètres. Vous écrivez le code que vous avez besoin de faire. Donc ça vous voyez, hop, et puis du coup, il n'y a plus qu'à faire ça, comme tout à l'heure, voilà, même chose. Donc ça ressemble un petit peu aux fonctions variables, hein, qui passent par une variable. J'ai oublié quelque chose peut-être? Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être oublié le point virgule, c'est ça. Voilà. Donc pour oublier le point virgule, bien sûr, parce que c'est comme si vous écrivez créez une nouvelle variable, donc il faut un point virgule à la fin, c'est comme une instruction. Alors c'est un peu comme si je notais ça. Là, comme j'ai vraiment une fonction très courte, souvent de toute façon les fonctions anonymes sont des fonctions très courtes, elles n'ont pas beaucoup de lignes de code. Donc voilà comment ça fonctionne. Ok. Voilà. Notamment ce qu'on appelle les fonctions de rappel, hein, les fonctions de callback. C'est une chose que vous aurez l'occasion d'aborder un jour ou l'autre en web en tout cas. C'est sûr qu'un jour vous aurez besoin de faire usage des callbacks, notamment pour ceux qui font du JavaScript aussi. C'est quelque chose avec lequel normalement vous êtes pas mal, très vite en tout cas familier, puisqu'on s'en sert beaucoup dans certains langages qui manipulent le JavaScript. Donc c'est des choses à connaître, et je tenais du coup à l'aborder avec vous, puisque ça existe en PHP. Donc c'est une fonction de rappel, notamment ici une fonction anonyme, d'accord, puisqu'elle ne porte pas de nom. Voilà, elle s'appelle function, donc elle a vraiment pas de nom, c'est ça, tout simplement. Donc c'est des choses à connaître. Et on va en rester là, enfin on va rester là, de toute façon on a vu tout ce qui, honnêtement on a pratiquement vu tout ce qui existe en PHP concernant les fonctions. Il y a des cas des choses un peu plus complexes encore, mais des cas très spécifiques que moi personnellement j'ai jamais utilisé en PHP, donc je vois pas forcément l'intérêt de vous l'enseigner. Peut-être que vous en servirez jamais, enfin c'est même sûr probablement que c'est des choses que vous n'aurez jamais besoin d'étudier non plus, donc voilà, j'ai pas jugé utile de le voir là en tout cas. Donc vous verrez par vous-même si un jour vous avez vraiment un cas de figure où tout ce que vous avez vu ici ne suffit pas, mais a priori vous devriez être tranquille avec tout ce qu'on a abordé sur cette vidéo. J'espère que c'était suffisamment complet, normalement oui, parce que la vidéo ici était encore pas mal longue, hein, je crois. Elle aura duré pas mal de minutes encore celle-là. Je vous dis à bientôt du coup pour la suite. Là on a vraiment fait toute la partie, on va dire, ma notion de base, hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de langages de programmation. Et on va commencer à aborder d'autres petites choses maintenant. Voilà, on passe un cap au-dessus. Dites-vous que là vous avez vraiment vu la base des bases. Et là maintenant, à partir de la prochaine vidéo, on passe sur des choses un poil plus complexes, avec des petites nouveautés sur ce langage. A bientôt sur cette formation PHP.